Bien, Michel Viviorca, bonjour. Bonjour. Bienvenue en cette bibliothèque patrimoniale de l'école militaire. Alors, vous êtes sociologue, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous présidez le directoire de la fondation de la Maison des sciences de l'homme. Vous êtes également membre du conseil scientifique du CSFRS. Alors, vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages et études. Je ne citerai que votre dernier opus, Face au mal, le conflit sur la violence, qui est paru chez Textuel en 2018. Alors Michel Viviorca, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien pour aborder donc les travaux du panel international sur la sortie de la violence, ou panel IPEV, International Panel on Exiting Violence. Ce panel, soutenu par de nombreuses institutions, dont le CSFRS, réunit à votre initiative une communauté interdisciplinaire de chercheurs pour analyser les processus d'entrée et de sortie de la violence, avec un accent particulier sur la situation moyen-orientale. Vous avez presque tout dit. Je vais quand même en ajouter un petit peu. L'idée de ce panel est venue après les attentats de 2015. Charlie, l'Hypercacher, puis évidemment le Bataclan. Et c'est dans ce contexte que deux logiques se sont mêlées. D'un côté, l'institution que je dirige était en train de passer de créer une importante convention avec le Centre pour la recherche historique mémorielle de Bogota. Donc des gens qui faisaient un travail formidable de recherche, qui pouvaient avoir d'ailleurs des débouchés du côté de la justice, et dans un contexte où se préparaient les accords de paix entre la guérilla, le FARC, et le gouvernement colombien de l'époque. Il y avait ça. Et donc je suis allé signer cette convention qui indiquait que des relations de travail allaient se mettre en place. Et d'un autre côté, il y avait ces événements terroristes, le djihadisme. Et donc l'idée est tout de suite venue d'étudier d'un côté la violence. Dans le vocabulaire actuel, on a beaucoup parlé de radicalisation, d'où le nom du premier observatoire que j'ai créé, l'Observatoire des radicalisations. Et d'un autre côté, de réfléchir à la sortie de la violence. Et de faire ceci avec plusieurs conditions. Vous avez indiqué les plus importantes. Interdisciplinaire, international. Mais, j'ajoute, il n'y a pas que le terrorisme djihadiste. Quand le terrorisme est religieux, il peut être autre chose que référé à l'islam. On le voit en Asie. Quand le terrorisme n'est pas religieux, il peut être d'extrême droite. On l'a vu en Norvège avec Breivik qui a tué 80 personnes. Oui. Et donc, les processus d'entrée dans le terrorisme sont variés, il n'y a pas que ça. Et ce qu'on appelle sortie de la violence, c'est un problème compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le jour où sont signés des accords de paix que tout se termine? Sûrement pas. Que va faire la justice? Avec des grandes questions. Est-ce que la justice va passer avant la paix ou après la paix? Si vous voulez la paix, vous aurez peut-être moins de justice. Et si vous voulez la justice, vous allez peut-être empêcher que la paix se mette en place. Donc vous voyez, tout ça n'était pas évident. Et donc ce panel que vous venez d'évoquer a été fait pour réfléchir à ces enjeux. Et donc vous considérez que ces enjeux, donc, sur la prévention de la violence et sur la sortie de la violence, ils sont suffisamment spécifiques pour justifier la constitution d'un véritable domaine de recherche, hein. Alors, vous soulignez dans un article que de nombreuses compétences, comme les médecins, les juristes, les diplomates, les militaires, les associatifs, sont mobilisés sur ces aspects prévention, sortie de la violence, et ils produisent des connaissances, mais qui restent empiriques. Alors, une théorisation vous semble nécessaire, justifiée également peut-être par les évolutions du statut politique et social de la violence. Tout à fait. Il y a deux points sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est celui que vous venez d'évoquer au début de cette interrogation, sur la diversité des acteurs qui ont des connaissances, mais qui ne sont pas des chercheurs. J'ai rencontré des gens merveilleux qui s'intéressent concrètement à ces questions, des militaires, des diplomates, des médecins, des magistrats, des journalistes, des membres d'ONG. Enfin, on pourrait comme ça en faire des listes assez longues. Tous ces gens-là ont accumulé non seulement des connaissances, mais de la réflexion, ou de la réflexivité, la capacité de prendre une certaine distance. On peut très bien demander à un militaire ou un dirigeant d'ONG de venir nous expliquer tel ou tel processus de fin de conflit. Il n'y a pas de problème. Il le fera très bien. Mais tout ceci n'est pas un champ de recherche constitué. Et donc mon idée, c'est de faire de ces questions-là un domaine de recherche en sciences sociales, interdisciplinaires et sciences sociales larges.
incluant par exemple les sciences cognitives, incluant la connaissance des mécanismes du cerveau, des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier élément de réponse à votre question. La deuxième question, le deuxième élément est plus compliqué. Si on était dans les années 90 ou 2000, je vous dirais, écoutez, c'est très simple, plus personne ne promeut la violence dans le discours public, en tout cas dans un pays comme le nôtre, et la violence est devenue un tabou. C'est le mal absolu, alors que 30 ou 40 ans plus tôt, Jean-Paul Sartre pouvait écrire des pages incendiaires en préface à Frantz Fanon, que de nombreux intellectuels défendaient l'idée de violence révolutionnaire, etc. Et voilà, dans un contexte de décolonisation et de lutte de classe, pour le dire vite, on pouvait trouver des gens qui défendaient l'idée de violence. Et puis tout ça a disparu. Et donc, ce serait le début de ma réponse. Mais je regarde les événements récents, ne serait-ce qu'en France. Je ne vous parle pas de ce qui se passe sur d'autres scènes. Où, après tout, on voit des épisodes où 1200 Black Blocs viennent à une manifestation. Où des gens viennent détruire une manifestation qui se voulait pacifique pour en faire un moment de grande violence. Et ces gens-là ne sont pas totalement isolés. Je veux dire, ce n'est pas des fous, des malades mentaux complètement en dehors de la société. C'est autre chose. Et donc, il se met en place un tout petit début, mais de renouveau dans certains milieux l'idée d'une légitimité de la violence. Ce qui complique tout. Parce qu'analyser la sortie de la violence, c'est considérer que nous devons sortir de la violence. Oui, alors j'entends bien vos arguments, et vous avez souvent mis en avant aussi, alors on va dire comme base de départ d'une réflexion sur la prévention et sur la sortie de violence, la subjectivité, l'importance de prendre en compte la subjectivité. Oui, souvent quand on parle sortie de la violence, classiquement, on réfléchit à l'ordre, à l'État qui a été mis en cause, au système. Je pense qu'on a tout à gagner à se situer à l'autre bout, si je peux dire, du problème, du côté des acteurs de la violence et donc de leur subjectivité. C'est une approche qui n'est pas forcément évidente. Vous avez beaucoup de chercheurs qui insistent sur les dimensions instrumentales de la violence. Oui. C'est-à-dire, les acteurs violents savent ce qu'ils font, ils calculent, ils ont des stratégies, et ça marche ou ça ne marche pas, mais ce sont des gens rationnels. Violence instrumentale. Ça part de vérité, bien sûr. Vous avez d'autres chercheurs qui disent la violence, c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose qui est inscrit dans une éducation, un milieu familial, une culture nationale, et ça se reproduit, en quelque sorte. Vous avez des gens qui vous disent la violence, c'est la réponse à une crise, c'est une frustration, c'est de la colère, c'est du ressentiment. Bon, on peut dire tout ça. Mais moi, il me semble beaucoup plus utile, si on veut réfléchir à comment sortir de la violence, partir de l'idée que la violence a quelque chose à voir avec la subjectivité des individus qui passent à la violence. C'est-à-dire que leur vision du monde, leur conscience, leurs rêves, leurs désirs, peut-être aussi leur dérapage, mais tout ceci fabrique des modes de pensée qui, un jour ou l'autre, chez certains, mais pas chez tous, deviendront du passage à l'acte et de la violence. Alors, je peux illustrer ça en vous disant, premièrement, cette idée m'est venue le jour où j'ai constaté, après avoir passé de nombreuses années à étudier le terrorisme, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose de bizarre. Les acteurs terroristes disaient des choses qu'on ne comprenait pas, ou ne disaient rien d'ailleurs, avaient des actes bizarres, de la logorrhée, ou des comportements un peu étranges. J'ai constaté aussi qu'ils parlaient de façon très sérieuse au nom de quelque chose qui n'était pas du tout réel. J'ai fréquenté des terroristes italiens qui parlaient au nom de la classe ouvrière. Mais le jour où j'ai confronté un groupe de terroristes italiens avec des ouvriers, des vrais, il était clair que les ouvriers ne se reconnaissaient pas du tout dans le discours en leur nom. Et donc, plus j'ai réfléchi, plus je me suis dit qu'il faut vraiment partir de la façon dont les acteurs de la violence se dotent d'une représentation du monde dans lequel ils vivent, en font une idéologie, ou laissent cette analyse, en quelque sorte, de religiosité, et dans certains cas, mais pas dans tous, passent à l'acte.
Alors, peut-être avant d'aborder les enseignements des différents groupes de travail du panel, au travers de ce que vous nous expliquez, on peut se demander, mais comment peut-on sortir de la violence? Quelles sont les modalités qui peuvent permettre de sortir de la violence? Vous citiez ces exemples de terroristes italiens. Vous avez des gens d'abord qui en sortent par la mort. Et après tout, lorsque les terroristes, si c'est des terroristes dont il s'agit, sont tués, on sort de la violence. Bon, lorsqu'il n'y a plus les acteurs terroristes. Vous avez des processus où un mouvement aboutit à la violence et puis ensuite retombe de lui-même. Ça prend du temps, historiquement. Mais regardez ce qu'on a connu dans un pays comme le nôtre, un mouvement comme Action Directe, ça a existé pendant les années 80. Aujourd'hui, on peut dire que comme mouvement violent, ça n'existe plus. Donc, c'est des gens qui en sortent de même. On peut en sortir aussi, essayer d'en sortir, avec certaines formes de justice. Sortir de la violence dans ce cas-là, c'est pas simplement arrêter la violence, c'est apporter le traitement le plus sérieux qu'il se peut aux questions et aux procédures qu'ont utilisées les terroristes ou les acteurs violents ou les guerriers, etc. Autrement dit, le moment de la justice est un moment dans des processus de sortie de la violence. Mais il n'y a pas que ça. La violence, c'est aussi des dégâts, des victimes, des parents, des amis, des témoins, des gens qui ont été placés en situation de vivre des choses ou de voir des choses terribles. Là, la sortie de la violence, c'est faire sortir ces gens-là du traumatisme. Regardez, le cinéma américain est très intéressant, plus que le cinéma français, s'il s'agit du Vietnam ou de l'Algérie, parce que dans le cinéma américain, on voit plein d'anciens combattants, des vétérans, comme on dit. Vrai, oui. On voit plein d'anciens combattants qui reviennent et qui sont un peu fêlés, ou parfois même très fêlés. Bon, sortir de la violence, c'est faire en sorte que ces anciens combattants soient capables de retrouver une existence dans laquelle ils ne soient plus violents. On a beaucoup parlé de déradicalisation. C'est aussi une façon d'essayer de faire sortir de la violence. Donc vous voyez, c'est un problème, je vais vous le dire maintenant de façon un peu plus systématique, qui va depuis ce qu'il y a de plus individuel, des personnes singulières ont besoin d'être accompagnées ou d'être jugées, jusqu'à ce qu'il y a de plus collectif. Sortir de la violence, c'est reconstruire au Moyen-Orient des États de droit et de la démocratie. C'est donc à une échelle régionale et même pas nationale, vous voyez, changer une situation. Donc, entre tout ça, vous avez la justice, vous avez toutes sortes de situations, et donc c'est un immense ensemble de questions, et qui ne se règlent jamais d'un seul coup, et on peut même se demander si on sort vraiment complètement de la violence. C'était un petit peu aussi la fonction de ce qu'on pourrait appeler le creuset national, finalement de demander un certain oubli à certains groupes qui avaient pu subir des violences et pour se fondre, j'allais dire, dans un grand collectif et une idée peut-être transcendant ce passé. Là, vous voulez, je suppose, m'entraîner chez Ernest Renan. Peut-être. Ah, sûrement, parce qu'il y a une conférence très célèbre d'Ernest Renan, vers 1890 à peu près, dans laquelle le titre est « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et dans cette conférence, il dit « Pour pouvoir fonctionner, une nation doit oublier ». Autrement dit, si vous vivez dans la mémoire vive des guerres entre catholiques et protestants, et de la Saint-Barthélemy, et de toutes ces choses-là, vous n'en sortez pas. Donc il faut savoir oublier. Mais c'était valable peut-être dans le passé. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut plus oublier parce que la mémoire fait partie de notre vie collective. Elle est devenue publique, la mémoire. Tant qu'elle est refoulée dans les consciences, dans la vie privée, on peut presque oublier. En tout cas, mettre ça au fond de soi-même. Mais à partir du moment où on fait des débats historiques qui sont aussi des débats de mémoire, à partir du moment où il y a des gens qui disent « je veux qu'on commémore ceci ou cela », à partir du moment où tous des groupes disent « je veux qu'on reconnaisse ma souffrance historique », j'ai été victime d'un génocide, j'ai été victime d'esclavage, des choses comme ça, on ne peut plus gommer le passé, ou ce passé-là. Et donc la violence, la mémoire de la violence fait partie de ce que l'on doit connaître. Alors peut-être allons-nous passer aux enseignements des travaux des panels, hein, qui sont au nombre de 10. Alors ces travaux ont principalement abordé, je dirais, 3 thématiques, hein, et je vous propose de commencer par nous intéresser au thème de la radicalité, que vous avez évoqué, qui est un sujet, on peut dire, dans l'espace académique, surtout en France, c'est particulièrement
investi, avec une pluralité de thèses, insistant tantôt sur les aspects socio-économiques, tantôt sur les aspects culturels, tantôt sur les aspects relationnels, anthropologiques, tantôt sur les aspects idéologiques. Alors, quels enseignements des travaux du panel IPEV sur ce thème de la radicalité? Je dirais que la radicalité, on ne peut pas verser dans le pur sociologisme ni dans le pur psychologisme. C'est le premier point. Le sociologisme, c'est-à-dire on va tout expliquer par des causes sociales. Si je vous dis les banlieues, le racisme, la délinquance, le passage par la prison, des choses comme ça, vous avez tout de suite un ensemble d'éléments qui commencent à vous donner un début d'explication de certains comportements terroristes. Mais très très vite, je ne répondrai pas à une question très simple, si je vous dis que ça, qui est, tout ça est très sociologique, mais pourquoi est-ce que c'est ce monsieur-là, et non pas les dizaines de milliers d'autres personnes qui pensent comme lui, qui est passé à l'acte? Oui. Donc du coup, je me déplace et je dis, il faut faire de la psychologie. Mais si je fais la psychologie de ce monsieur-là en particulier, je risque de dire qu'il a eu une éducation, une enfance, toutes sortes de choses. Oui. Et du coup, le contexte proprement social risque de se diluer. Et donc, la première leçon, c'est qu'il faut savoir circuler entre la sociologie et la psychologie, si vous voulez. D'où l'intérêt d'ailleurs de l'idée de sujet, qui permet d'opérer cette circulation. Le deuxième point, c'est que contrairement à une idée trop simple, c'est un phénomène relativement diversifié. Il n'y a pas juste un milieu social concerné. Et on s'en aperçoit dès qu'on regarde les femmes qui se sont engagées dans ces phénomènes. Il y a eu des centaines de femmes qui ont voulu rejoindre le djihad. Des centaines, c'est quand même non négligeable. Et ces femmes, la plupart du temps, n'ont rien à voir avec les banlieues, l'immigration, la pauvreté, la petite délinquance. Pas du tout. C'est la plupart du temps des jeunes filles de petites couches moyennes, catholiques, qui habitent dans des endroits où il n'y a pas particulièrement d'immigrés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu donner un sens à leur existence. Et donc, là encore, la subjectivité, le sens. Mais ce n'est pas le même sens, évidemment, que celui qui relève d'un autre cas de figure. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que la radicalisation, elle est diverse, elle est variée, et en plus, le mot est très malsain. Le mot est malsain. J'ai étudié le terrorisme il y a 40 ans, quand vous aviez affaire à des terroristes basques de TA ou des terroristes italiens d'extrême gauche. Ils pouvaient parfois donner l'impression d'être spéciaux, intellectuellement, psychologiquement. Mais personne ne disait radicalisation. C'est pas le mot qu'on utilisait. Oui, et on a utilisé le mot de radicalisation parce qu'on a été confronté à quelque chose qu'on comprenait beaucoup moins facilement. Parce que à l'époque, on pouvait plus facilement comprendre d'où venaient ces terroristes. La question de l'extrême gauche en Italie, écoutez, il suffisait d'aller visiter le journal Libération à l'époque, vous rencontriez très facilement les Italiens des Brigades Rouges réfugiés à Paris et des gens comme ça. Bon, le terrorisme basque, il suffisait d'aller au Pays Basque et vous sentiez... Bon, on pourrait continuer. Il y avait une capacité de connaître. Là, aujourd'hui, on est confronté à quelque chose qui est très paradoxal, qui est que c'est très différent, donc on ne connaît pas anthropologiquement, et en même temps, c'est né dans notre société. Notre société, elle a fabriqué, il n'y a pas que notre société, mais elle a fabriqué ses acteurs, donc elle a fabriqué de l'inconnu, du neuf, quelque chose de... Et donc, radicalisation, c'est le mot qui marche bien. Et donc, au travers de ce que vous dites, on est presque, lorsqu'on veut s'attaquer à ce phénomène, sur du sur-mesure, c'est-à-dire prendre en compte le sujet et essayer donc d'aller de divers champs d'études à d'autres pour essayer justement d'adapter la thérapeutique, ou en tout cas d'adapter l'action publique qu'on peut envisager. Alors, vous dites quelque chose de très important, qui est que les travaux que nous menons ne sont pas des travaux, du pur jus de crâne, destinés uniquement à un milieu de chercheurs et d'étudiants et de gens loin de... Non, pas du tout. Notre souci, c'est que notre travail puisse apporter un éclairage utile à la décision, à ceux qui ont la responsabilité d'agir. Donc ça, on est tout à fait d'accord. Alors oui, peut-être pas de la dentelle, mais en tout cas, une compréhension solide implique d'avoir croisé les disciplines, ça c'est très très net, d'avoir croisé les points de vue et d'avoir mis ensemble des chercheurs pour qu'ils réfléchissent sur ce problème qui nous occupe. Et donc la méthode que nous avons utilisée a consisté à fabriquer, entre autres, un groupe
radicalisation, où des gens différents ont réfléchi ensemble à comment des gens se radicalisent. Ça a été très utile de mettre ensemble des points de vue différents. Et de trancher, vous avez évoqué quelque chose que je vais simplifier en présentant ça sous la forme d'une polémique. Vous avez eu, il y a 2 ans à peu près, un débat entre Gilles Kepel et Olivier Roy, deux excellents connaisseurs. L'un, Gilles Kepel, disant la religion est première si on veut comprendre ce phénomène, et Olivier Roy disant le social est premier si on veut comprendre ces phénomènes. L'un comme l'autre accordant, bien sûr, beaucoup d'importance à la dimension que l'autre privilégiait. Mais il y avait quand même l'idée d'une primauté dans l'analyse. Jusqu'au jour où un troisième larron les a en quelque sorte départagés, Farhad Khosrow-Khavar, qui pilote notre observatoire de la radicalisation, et Khosrow-Khavar, dans un fort volume, a expliqué qu'en réalité, il n'y avait pas un cas de figure, mais beaucoup. Dans certains cas, le futur djihadiste a été longuement immergé dans une éducation coranique, religieuse, et c'est dans un monde musulman qu'il est devenu djihadiste. Mais dans d'autres cas, il est devenu djihadiste musulman, si je peux dire, au dernier moment. Il a découvert l'islam quelques semaines ou quelques mois avant de passer à l'acte. Il a d'abord été défini donc socialement, par son parcours social. Alors, et entre les deux extrêmes, vous avez toutes sortes de cas différents. Alors, d'autres groupes ont abordé plus directement la sortie de la violence, en faisant apparaître notamment, on l'évoquait tout à l'heure, la mémoire, l'ambivalence des initiatives mémorielles qui peuvent, si certaines conditions ne sont pas respectées, exacerber ou renouveler les tensions. Et puis peut-être pour terminer, alors on parlait aussi des femmes djihadistes, un groupe s'est intéressé au rôle des femmes et à leurs besoins propres dans les stratégies de sortie de violence. Alors, un mot sur les femmes. Je pense que ce que montre ce groupe, qui est très très intéressant, c'est d'abord qu'il y a une spécificité gendre, femme, dans la violence, même si on ne le voit pas forcément. Les violences de guerre, par exemple, on ne parle pas forcément des violences particulières subies par les femmes. Donc il y a une spécificité de la violence subie par les femmes dans des processus qui ne sont pas spécialement des processus, comme disent les spécialistes, genrés, premièrement. Deuxièmement, les femmes peuvent avoir un rôle important dans la sortie de la violence. Et un rôle, là encore, particulier ou spécifique. Et de façon plus générale, et je crois que ce sont les choses qu'on voit plus largement, regardez, au-delà de notre travail de groupe, regardez ce qui s'est passé ces derniers temps, où les femmes se sont mobilisées pour dire on en finit avec les violences subies par les femmes. Donc les femmes ont un rôle dans la vie collective pour montrer l'importance qu'il y a à sortir de toutes les violences. Bon. Alors on pourra en parler plus longuement, mais je crois que le travail de ce groupe est très très précieux parce qu'il montre la spécificité des violences subies par les femmes, en plus des violences ordinaires, et le rôle particulier que peuvent avoir les femmes dans la sortie, de la violence. Vous avez évoqué auparavant un autre groupe. Oui, qui travaillait sur les sorties de violence et qui faisait apparaître une certaine ambivalence des initiatives mémorielles. Je vais vous le dire ils ne le disent pas dans ces mots-là, donc je vais vous le dire dans mon vocabulaire, mais c'est ça la chose importante. La mémoire, elle peut se solder chez les personnes qui veulent la porter de 3 façons différentes. L'oubli, que vous avez évoqué tout à l'heure, on refoule. C'est très mauvais l'oubli et le refoulement, parce que si vous ne parlez pas de quelque chose, peut-être que ça va ressortir autrement. La deuxième façon de traiter la mémoire, c'est de regarder en permanence vers le passé, de demander en permanence qu'on parle du passé, des souffrances subies par un groupe, par une collectivité, peu importe. Et la troisième façon de parler de la mémoire, c'est de dire je demande la reconnaissance historique, et c'est donc le troisième cas de figure. Je pourrais l'illustrer avec un personnage que tout le monde connaît, Mandela. Que dit Mandela? Quelque chose comme, je simplifie bien sûr, ils m'ont mis en prison, ils m'ont privé de connaître mes enfants, de vivre, d'être au grand air, de pouvoir me construire. Ça a été terrible. Mais je me suis juré, à la fin de cette période, quand je savais que j'allais sortir, mais que j'étais encore en train de casser les pierres au bagne, je me suis juré que le jour où je sortirais, j'inviterais ceux qui m'ont mis en prison et ceux qui m'ont gardé dans ces lieux, genre bagne, je les inviterai à la cérémonie d'investiture, si je suis chef d'État,
parce qu'on rentrera dans quelque chose d'autre. Et donc, vous voyez, le thème, qui est un mélange de pardon et, je vais le dire dans un vocabulaire un peu psychanalytique, de travail de deuil. Je n'oublie pas, mais je me projette vers l'avenir, et cette projection, en plus, j'y inclus ceux qui m'ont fait souffrir, parce que je ne veux pas que la société continue à fonctionner de cette manière-là. Alors, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc, la mémoire, ça peut être la pire des choses et la meilleure des choses. Ça peut pousser dans un sens ou dans un autre. Et je pense que le rôle de ceux qui la mettent en avant, c'est de réfléchir aux meilleures façons qui existent pour justement construire l'avenir et pas simplement s'enfermer dans le passé. En tout cas, je vous propose peut-être de clôturer cet entretien sur cette figure emblématique de Nelson Mandela. Je préciserai donc que le panel IPEV produit non seulement une avancée de la connaissance, mais également des recommandations pour le monde politique et pour le monde social. Et donc, je voudrais tous ces titres, vous remercier, Michel Vivorca, vous remercier pour cet entretien, vous remercier pour l'éclairage que vous avez bien voulu nous donner sur ces processus d'entrée et de sortie de violence, des questions qui sont essentielles pour l'avenir de nos sociétés et des questions que l'on peut qualifier à ce titre de stratégiques dans une acception large du terme. Merci Michel Vivorca. Merci.